Bonjour à tous, bienvenue pour ce bulletin 153 de la Web TV de veille stratégique. Nous sommes aujourd'hui le lundi 13 octobre et nous démarrons cet enregistrement à 8h07 ce matin. Alors un tout petit mot d'introduction pour vous dire que je vous remercie du fond du cœur pour tous les messages que j'ai reçus par tous les canaux possibles pour me soutenir dans cette épreuve extrêmement difficile. Comme l'a si bien résumé mon fils aîné, c'est comme si j'avais perdu un frère. Je suis extrêmement fatigué, extrêmement perturbé par tout ça, vous vous en doutez bien. C'est pour ça que dès mercredi soir, j'ai préféré suspendre le bulletin de jeudi dernier plutôt que de faire quelque chose dans des conditions qui n'étaient pas bonnes et qui étaient indignes de la confiance que vous avez en moi et en veille stratégique. Alors du coup, aujourd'hui nous faisons le bulletin. Demain matin, je serai entre 8h et 9h dans la matinale de GPTV. Je précise que la semaine dernière, je n'ai pas pu être dans la matinale de GPTV pour d'autres raisons encore que celles qui concernaient la santé et finalement la mort de mon ami. J'ai eu des petits problèmes à gérer sur l'organisation de mon quotidien avec mon épouse et mes enfants, donc rien de grave à ce moment-là. Ne vous inquiétez pas. Et donc là, ce que je vous annonce, c'est que, étant donné que les obsèques de mon ami n'auront lieu que jeudi, eh bien jeudi, il n'y aura pas de bulletin, et il n'y en aura pas non plus lundi prochain, parce que j'avais de toute façon prévu quelques jours de vacances, comme chaque année au début des vacances de la Toussaint, et bien évidemment, je vais les maintenir, parce que j'en ai grand besoin, et j'ai grand besoin de me reconcentrer et de me reposer quelque peu, afin de poursuivre ce que nous faisons avec la même niaque, si je puis m'exprimer ainsi, que d'habitude. Voilà. Donc après, on reprendra les bulletins à compter de jeudi la semaine prochaine, au même rythme que d'habitude, c'est-à-dire un bulletin le lundi, un bulletin le jeudi. Voilà. Donc encore une fois, toutes nos excuses. Et merci de votre compréhension, merci de votre soutien. Sachez que ça fait énormément de bien de savoir que les gens pour lesquels vous, je pense, donnez le maximum sont réceptifs à votre peine et à votre tristesse. Alors en ce qui concerne ce que nous allons aborder aujourd'hui, nous ne parlerons pas de Gaza et de ce qui s'y passe, et notamment là le début de la libération des premiers prisonniers otages israéliens, parce que demain matin, donc on va faire la matinale avec Nicolas Stocker, et on va reparler dans les grandes lignes de cette thématique, en attendant qu'elle ait probablement achevé son cycle, puisque les libérations devraient être terminées d'ici là, ou on peut l'espérer, et puis bien sûr la libération des prisonniers palestiniens dans l'autre sens, hein, faut pas les oublier eux, parce que dans tout ce qu'on nous raconte sur les médias de grand chemin, ils sont complètement passés sous silence, c'est les grands abonnés, en notant particulièrement avec tristesse que Marwan Barghouti ne fera probablement pas partie des prisonniers libérés par Israël, et puis de parler aussi de ce qui se passe entre Palestiniens. On parlera bien sûr d'Emmanuel Macron et de son show en Égypte, mais de parler aussi de la tragédie qui est encore en train de s'acharner sur les Palestiniens avec ces affrontements entre eux, hein, entre le Hamas d'un côté et d'autres mouvements, notamment, si j'ai bien suivi ce que disait Charles Anderlin, les membres du clan d'Ormouch qui sont dans le collimateur du Hamas. Alors ont-ils collaboré avec les Israéliens, font-ils partie des gens qui ne veulent plus du Hamas sans pour autant être du côté d'Israël? Ça va falloir creuser un petit peu, donc on reparlera de tout ça demain matin entre 8h et 9h avec Nicolas Stocker. Alors avant de rentrer dans le vif du dossier ukrainien, comme d'habitude, un petit coup de publicité pour les copains. Donc pour la revue géopolitique profonde, hein, le numéro d'octobre est disponible. Vous ne retrouverez pas d'article de ma main, mais de mes camarades, hein, notamment sur tout ce qui concerne l'OTAN, etc., de Laurent Arthur Duplessis,
au niveau économie de Éric Grémont, hein, qui vient de faire son entrée dans la revue, de Franck Pengam, bien évidemment, pour tout ce qui concerne le bon usage de vos épargnes, de nos épargnes. Voilà, donc vous avez toutes ces choses-là, Laurent Michelon aussi, voilà, que de bonnes signatures pour ce numéro d'octobre. Et puis donc le mois prochain, vous aurez mon article sur les drones et la guerre en Ukraine. Et puis petit coup de pouce publicitaire toujours pour mon dernier ouvrage en date, La débâcle du Second Empire. Alors je ne connais pas, puisque malheureusement avec ce qui m'est arrivé, je n'ai pas pu aller à la remise des prix vendredi à Thonon-les-Bains. Donc je ne sais pas qui a obtenu le prix Napoléon III, si vous le savez. J'ai cherché un petit peu hier soir, mais j'ai pas trouvé. Donc si quelqu'un le sait, bah, qu'il le mette dans les commentaires. Et donc il est toujours, alors il est plus premier, enfin ça bouge d'un jour à l'autre, il est toujours sur le podium, dans la catégorie Second Empire d'Amazon, et hier il était 10e dans la catégorie 19e siècle. Je me suis dit c'est une bonne nouvelle. Voilà, alors maintenant on va parler donc du sujet principal, hein. Ah oui, excusez-moi, merci aussi. J'allais oublier, merci aussi à tous ceux qui ont continué de nous faire confiance en relayant la vidéo de lundi dernier, à partager les publications qu'on a quand même pu continuer de mettre en ligne, hein. L'équipe a pu continuer de mettre en ligne différentes publications. J'ai même pu participer à ça en mettant des choses sur mon compte X Tertios del Sol. Merci à ceux qui ont pris des abonnements sur notre Patreon, et merci à ceux qui ont continué de faire des dons ponctuels via PayPal. Alors en ce qui concerne le Patreon, je vous le dis d'emblée, avec ce qui se passe, le fait d'être encore obligé de m'absenter cette semaine pour les obsèques de mon ami, on n'aura pas la possibilité matérielle ce mois-ci de faire la visioconférence, donc on en fera 2 au mois de novembre. On en fera une juste après la Toussaint, hein, le lundi ou le mardi suivant, donc le 3 ou le 4 novembre de mémoire, et puis on en refera une seconde au mois de novembre, à la fin du mois de novembre, pour que vous ayez le quota pour lequel vous avez, enfin pas pour lequel vous avez payé entre guillemets, mais pour lequel vous avez payé et pour lequel vous vous êtes abonné. Voilà, mais là pour ce mois-ci, ça sera impossible à gérer en ce qui me concerne. Donc encore une fois, merci aussi à vous pour votre fidélité, parce que merci de votre soutien, mais aussi merci d'être resté fidèle pendant cette période, et merci de rester fidèle pendant la période qui vient là, jusqu'à la reprise normale des bulletins jeudi de la semaine prochaine. Alors maintenant, donc, on va rentrer dans le vif de notre sujet, à savoir la guerre en Ukraine, avec comme d'habitude un petit tour d'horizon de ce qui se dit autour du conflit, et puis ce qui se passe sur le terrain des opérations militaires, qui, comme vous le savez, a totalement disparu, hein. Le prestidigitateur Emmanuel Macron et son complice Le Cornu ont réussi, en occupant l'espace médiatique français comme ils le font maintenant, avec ce qu'on a vécu lundi dernier, qui nous a tous fait beaucoup rire, où je vous parlais de notre ami Bruno Le Maire le matin. J'achevais de mettre en ligne la vidéo et il était déjà plus ministre de la Défense. Et bien là, ces gens-là ont fait disparaître la guerre en Ukraine des écrans de télé. Alors là, c'est phénoménal, et surtout la partie combat, la partie du front. Donc il faut toujours qu'on y revienne, parce que c'est essentiel de continuer de s'informer et de bien comprendre que non seulement ils en parlent plus parce que ça arrange leur petite magouille politicienne, là très, on va dire très précisément sur le remaniement, mais ça les arrange aussi parce que la situation en elle-même n'est pas favorable à l'Ukraine. Alors, Monsieur Macron s'est donc fendu d'une sortie, d'une saillie hier, suite à l'accord de paix qui va peut-être être signé au Caire entre donc les représentants de certains pays arabes.
On ne sait pas, vraisemblablement, le Hamas ne sera pas présent à cette négociation, les États-Unis, donc Macron s'est invité là-bas, les Israéliens bien évidemment, et Macron de venir nous dire, ben voilà, quand on veut la paix, on peut contraindre quelqu'un à la paix, sous-entendu on peut contraindre, là dans les deux cas, à la fois Benjamin Netanyahou et la direction du Hamas, et donc on peut aussi imaginer qu'on va contraindre Vladimir Poutine et de venir sortir une énormité de dire et si Vladimir Poutine ne plie pas, on lui en fera payer le prix fort. Bon, alors encore une fois, on est dans les Moulinets, c'est Tartarin de Tarascon, c'est Don Quichotte, voilà, qui nous fait encore une fois de l'emphase pour pas grand-chose, qui nous fait encore toute une histoire pour se faire mousser. Il va rien faire, hein, dans le genre nous on va donner les moyens à l'Ukraine. Oui, alors il y a 3 mois, Monsieur Macron, vous avez dit à la France entière, qui ne l'a pas trop entendu à cause de la façon dont vos camarades propagandistes des chaînes de télévision ont caché cette information, que nous n'avions plus rien à donner à l'Ukraine. Hein. Donc c'est pas la peine de venir dire on va faire, on va ceci, on va agiter encore un chiffon rouge. Il y a 3 mois, vous avez dit de toute façon, on ne peut plus rien envoyer à l'Ukraine. Et c'est tout à fait vrai. Pour une fois que vous avez dit la vérité aux Français, nous n'avons plus rien à envoyer à l'Ukraine. Donc c'est pas la peine de venir dire là, l'Ukraine, on va la soutenir jusqu'au bout, on va organiser des moyens, on va ceci, on va cela, pour faire payer le prix fort à la Russie. C'est complètement illusoire. Et encore une fois, c'est très dangereux d'employer ce genre de langage à l'égard d'une puissance nucléaire comme la Russie, puis d'une puissance économique, etc. Faut bien imaginer qu'à chaque fois qu'Emmanuel Macron sort ce genre d'ineptie, le reste du monde, qui est plutôt pro-russe ou neutre, a tout intérêt à continuer sa neutralité ou son soutien à la Russie. Parce que l'arrogance occidentale ne passe plus, il faut que tout le monde en prenne conscience. L'arrogance de l'Occident, c'était au XXe et XIXe siècle, maintenant c'est fini, il faut passer à d'autres moyens, et des moyens beaucoup plus, je dirais, équilibrés, beaucoup plus respectueux, de diplomates, de dialogue, etc. Et donc, cette politique permanente de communication en plus de ça, parce que les États qui nous observent à l'extérieur de la sphère occidentale et qui sont les plus nombreux sur Terre, ils commencent un petit peu à vous trouver plus que ridicule de parler, de faire des grandes déclarations, des menaces, et de se rendre compte qu'il se passe jamais rien. Parce que c'est ça aussi qui nous décrédibilise totalement, c'est que tout le monde a compris depuis 3 ans que vous agitez des moulinets comme ça de menaces, suivis d'aucun effet. Bah les gens, ils se disent, ces gens-là, alors, 1, ils sont arrogants, et 2, ils sont complètement impuissants. Et leur arrogance n'est que le masque de leur impuissance. Donc c'est pas du tout favorable à l'image de notre pays, qui est déjà bien dégradé à cause de M. Macron, mais pas que de lui, hein, de tous ses prédécesseurs. De toute façon, tout le monde a abîmé l'image de la France depuis le départ du général de Gaulle, d'une manière ou d'une autre. Hein. Je dis bien d'une manière ou d'une autre. Voilà, avec plus ou moins d'intensité. Bien évidemment, ça a vraiment commencé à devenir très puissant, très intense en 1974, quand Valéry Giscard d'Estaing est arrivé. On reconnaîtra à Georges Pompidou d'avoir abîmé un petit peu certaines choses de manière discrète, mais à partir de 1974 jusqu'à aujourd'hui, c'est open bar pour le grand n'importe quoi de manière crescendo. Même s'il y a beaucoup de choses communes dans la façon dont Valéry Giscard d'Estaing a commencé à abîmer ce pays par rapport à ce que fait M. Macron aujourd'hui. Bon, bien évidemment, le champion du monde, toute catégorie, vu la durée de son règne, c'était François Mitterrand, vous le savez. Alors, en ce qui concerne un autre aspect très important, je vais pas m'étendre dessus, j'ai pris le temps d'écouter ça, ça m'a permis de me vider un petit peu la tête hier,
allez voir, on mettra le lien, l'excellente vidéo du Samedi Politique de TV Liberté avec David Turtry. Hein, qui est un spécialiste de la Russie. Alors c'est pas un spécialiste comme moi de l'aspect militaire, etc. C'est plutôt un expert sur le plan politique, économique. Et donc justement, il revient sur les problèmes économiques que rencontre la Russie. Alors les problèmes économiques, attention, hein, c'est pas les problèmes économiques que nous rencontrons ici. On va dire que ce sont des difficultés momentanées là depuis le début de l'année. Hein, la croissance russe qui avait été maintenue sur un taux d'environ 4% en 2023 et 2024, là elle est passée à 1%. Hein, à la fin de l'année, ça fera du 1%. Je vous rappelle que nous, avec nos Mozart, on est à 0,4 en comptant, comme dit mon ami Idriss Aberkan, que je salue, en comptant la drogue et la prostitution, hein, les activités mafieuses. La Russie, c'est en comptant véritablement l'économie, je dirais, digne, qu'on arrive à 1% de croissance. Donc, il y a des problèmes, il les explique très bien, sur le problème de l'inflation, sur le problème donc de l'impact réel des frappes ukrainiennes sur les raffineries de pétrole russe, les difficultés qui sont là, mais qui ne vont pas changer le cours de la guerre. C'est toujours ça qui est très important. Personne ne nie que les Ukrainiens ciblent les raffineries de pétrole russes, que ça pose momentanément des problèmes. Je vous ai expliqué l'autre jour ce qu'en disait Jacques Sapir, c'est-à-dire qu'en fonction de l'ampleur des frappes pour telle ou telle raffinerie, on est sur 5 à 25 jours de remise en ordre de la raffinerie. Donc c'est sûr que ça crée des tensions, mais c'est pas ça qui est en train d'empêcher la Russie de continuer d'avancer, de gagner du terrain et de remplir ses objectifs à la fois stratégiques et tactiques. Pas du tout. C'est ça qu'il faut bien comprendre. On n'est pas en train de dire ces frappes n'existent pas, elles n'ont aucun impact. Non, on dit que leur impact sur le cours global du conflit, eh bien, il n'est pas encore suffisant et il ne devrait pas pouvoir l'être, faute d'avoir plus de vecteurs à envoyer côté ukrainien. C'est tout. C'est très simple. C'est extrêmement simple. C'est comme les V1 et les V2 à l'hiver, enfin l'automne, hiver 44-45, ont bel et bien frappé encore, je l'expliquais dans mon livre sur la bataille des Ardennes, le port d'Anvers, les côtes britanniques, les villes britanniques, ça tuait des gens, ça opérait des destructions, mais c'était largement insuffisant pour enrayer la machine de guerre alliée à l'ouest. Voilà, c'est pas que ça n'a pas existé, c'est que ce que ça a produit finalement par rapport à l'effort que ça a coûté à l'économie, enfin l'industrie militaire allemande en termes de conception, de fabrication, eh bien il était absolument limité. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire que les Allemands avaient mis en place tout un pan de leur industrie pour fabriquer ces fusées et au final l'effet final recherché avec ces fusées était bien limité par rapport à ce qu'ils avaient investi dans cette affaire. Voilà, donc là on est un peu dans la même situation. Donc allez voir cette vidéo sur le Samedi Politique de TV Liberté pour TV Liberté pour avoir une vision sur tout ce qui concerne les aspects plutôt politiques et économiques en complément de ce que nous on vous propose. J'insiste simplement sur un élément, c'est que est évoqué le fait que la Russie avait ou non prévu une guerre longue et qu'elle était plutôt partie dans l'idée de faire une guerre très courte, etc. Et je suis un peu déçu que là, il n'y ait pas eu de rappel de mes propres propos sur TV Liberté il y a quelques années maintenant. C'est que le nœud du problème, ce n'est pas de savoir si la Russie avait un plan B, pas de plan B. Le problème, c'est de rappeler que au bout du premier cycle de négociation, le 7 mars 2022, des éléments extérieurs à l'État ukrainien ont mis par terre ces négociations, comme en a témoigné l'ancien Premier ministre Bennett, l'ancien Premier ministre israélien Bennett, qui était partie prenante de ces négociations. Ne l'oublions jamais. La Russie avait obtenu ce qu'elle souhaitait. Vladimir Poutine a même plus tard exhibé les papiers avec les signatures du côté russe. On n'attendait plus que la signature des Ukrainiens pour que tout ça devienne une réalité. Le 7 mars 2022, cette guerre pouvait se terminer aux conditions de l'époque pour la Russie,
hein, qui ne demandait rien d'autre que de faire un statu quo sur le Donbass et de se maintenir en Crimée, alors que ce qui va lui arriver dans les mois qui viennent va pas du tout avoir ce visage-là en termes territorial, et que l'Ukraine ne rentre pas dans l'OTAN et cesse de se militariser. C'était tout. Et on en avait terminé. C'est les Occidentaux, Boris Johnson en tête, qui ont fait capoter cet accord. Donc l'armée russe avait produit l'effet final recherché par le gouvernement russe pour obtenir ce que le gouvernement russe voulait. Donc la guerre avait été prévue et elle avait les 10 premiers jours de combat, les 13 premiers jours de combat, pardon, avait produit l'effet final recherché, malgré toutes les difficultés tactiques de l'armée russe, je m'empresse de le rappeler. Hein, l'armée russe avait eu beaucoup de difficultés sur le plan tactique, elle avait essuyé beaucoup de pertes à ce moment-là, mais néanmoins, l'effet final recherché, l'objectif opératif avait été atteint par l'armée russe pour que l'objectif stratégique du Kremlin soit lui aussi atteint, malgré des difficultés tactiques. On est parfaitement dans l'art de la guerre russe. Hein, tactiquement, on n'est pas les champions du monde, mais on s'en fout parce que c'est pas ça qui fait gagner les guerres. Ce qui fait gagner les guerres, c'est l'art opératif et la stratégie. Et là, on maîtrise. Donc, on avait obtenu les choses que le gouvernement nous avait fixées. Après, on n'est pas comptable de Boris Johnson. Hein, voilà. Même si on peut dire que les Russes auraient pu aussi envisager que les Occidentaux fassent tout capoter et qu'ils ont peut-être été un peu naïfs sur le fait que les Ukrainiens n'allaient pas accepter de se sacrifier comme ils se sont sacrifiés. J'en accepte tout à fait cet argument, j'accepte tout à fait cet argument. Il est recevable, hein. On peut dire, ah bah oui, mais vous auriez dû vous douter que les autres avaient peut-être l'idée de... Bon, voilà, après, je le dis, toujours ce qui est le plus abject dans cette guerre, c'est le sacrifice du peuple ukrainien au stade où nous en sommes arrivés aujourd'hui pour des intérêts qui n'ont rien à voir avec l'Ukraine. Voilà. Et qui vont aboutir à la disparition de tout ou partie de l'Ukraine en plus. Voilà. Alors maintenant, en ce qui concerne le front des opérations, alors on va afficher la grande carte comme d'habitude. Alors comme vous le voyez là pour la soirée entre samedi et dimanche, la majorité des frappes russes s'est concentrée dans le secteur entre le Dniepr et le front. Il y a eu des frappes notamment sur Kiev, Zaporozhye, sur Odessa, c'est le seul point qui se trouve donc à l'ouest du Dniepr, et puis sur tout l'arrière-front, y compris donc toutes les zones. Alors on a eu des choses qui sont liées comme d'habitude à la partie énergétique de l'Ukraine, et puis d'autres qui concernent comme d'habitude les concentrations de matériel, les dépôts de munitions, les postes de commandement avancés, les postes de commandement, enfin les quartiers généraux de corps d'armée ou ce genre de choses. Voilà, c'est la majorité là des frappes, c'est plutôt, on va dire, à la fois le secteur logistique, parce que tout ce qui concerne la partie infrastructure électrique dans ces zones-là, c'est probablement pour éviter la circulation des trains logistiques qui amènent les renforts et les munitions et le matériel vers le front. Hein. C'est pour ça que généralement elle est ciblée dans cette zone-là. Voilà, c'est pour empêcher les trains de circuler, puisque vous le savez, l'Ukraine est quasiment totalement dépendante d'un réseau ferroviaire électrifié. Donc si vous tapez les centrales électriques, il n'y a pas beaucoup de trains qui peuvent rouler. Donc en ce qui concerne, alors là il y a une estimation maintenant, hein, j'en avais pas reparlé la semaine dernière, globale des pertes ukrainiennes pour la journée, alors pour les 24 heures entre samedi soir et dimanche soir, à environ 1460 soldats tués, blessés, prisonniers ou portés disparus. J'ai consulté hier soir Mediazona pour refaire un point sur le bilan côté russe. La comptabilité dépasse le mois d'octobre, enfin entre au mois d'octobre pour les pertes confirmées côté russe, mais pour le volume global et la projection globale, on est toujours bloqué au mois d'août, donc on est toujours à 219 000 pertes, enfin morts côté russe dans l'estimation de Mediazona. Donc on reviendra dès qu'ils auront mis ça à jour. On n'attendra pas la fin du mois si ça intervient avant la fin du mois d'octobre. Voilà. Et donc en ce qui concerne le front, pour la journée d'hier et d'avant-hier,
je le précise, on va faire comme on fait depuis un petit moment, on va parler des 2 derniers jours, on va parler de Kupiansk et du secteur de Pokrovsk, parce que ce sont les secteurs où vraiment les choses ont été les plus tendues et où les évolutions par rapport au cours global des opérations pèsent le plus sur leur déroulement. Alors, on va commencer par Kupiansk. Alors, vous le voyez, c'est encadré en haut en rouge pour la journée de samedi, pour le 11 octobre. Donc, ça fait plusieurs semaines que les combats ont commencé à l'intérieur de Kupiansk, avec des poches qui se créent au gré de l'avancée des Russes, qui tentent surtout de déborder la ville pour la couper de la partie occidentale de l'Ukraine, enfin le reste de l'Ukraine, pardon, en coupant l'ouest de la ville pour couper l'accès au reste de l'Ukraine, et pour éviter à tout prix que toutes les troupes ukrainiennes qui se trouvent donc sur la partie orientale de la rive de l'Oskol, la rive orientale de l'Oskol, puissent être évacuées via Kupiansk, et donc le seul pont qui reste debout dans Kupiansk, qui est peut-être même d'ailleurs un pont du génie aujourd'hui, hein, je ne sais pas si c'est encore le pont originel, parce qu'il avait de toute façon été dynamité par les Russes quand il s'était replié il y a quasiment 3 ans, à l'octobre 2022. Donc aujourd'hui, les Russes contrôlent toutes les voies d'accès qui permettent d'entrer ou de sortir de Kupiansk, hein, les 2 routes vertes que vous voyez, donc celle qui descend plein sud comme celle qui va vers l'ouest, et puis vous voyez, j'ai marqué la partie qui va vers cette poche qui est sur la rive orientale de l'Oskol. Dans Kupiansk même, vous avez au moins 2 petites poches tactiques créées par les Russes à force d'encercler les unités ukrainiennes, et en gros, il reste aussi des poches à l'intérieur de la grande poche sur la rive orientale de l'Oskol, c'est celle que j'ai symbolisée par le cercle bleu le plus important. Donc la situation de l'armée ukrainienne dans Kupiansk est de plus en plus difficile. Il est tout à fait probable, si les combats continuent au même rythme et avec la même intensité, que quand on se reparlera jeudi la semaine prochaine, la ville soit tombée. Il faut qu'on soit très clair là-dessus. Les poches donc sont complètement isolées en termes de ravitaillement, d'acheminement de renforts, d'évacuation de blessés, etc. Donc par contre, ce qui peut se passer, c'est que les soldats ukrainiens qui sont bloqués sur la rive orientale de l'Oskol désormais, ils restent encore bloqués. C'est-à-dire que là, leur évacuation à eux va peut-être durer plus longtemps que les 10 jours qui nous séparent de ce bulletin du prochain. Hein, faut bien être clair. Par contre, la ville elle-même, ce qui n'arrangera certainement pas la situation des gens qui sont sur la rive orientale de l'Oskol, la ville elle-même risque de tomber, je pense, d'ici la fin de la semaine. Parce que si vous n'avez plus accès à des munitions, au bout d'un moment, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous pouvez plus vous battre. Hein. Voilà, il y a un problème avec la logistique, hein, puisqu'on n'est plus autant des armes blanches avec lesquelles, tant que vous avez de la force dans vos bras, si vous avez une épée, une lance, tant qu'elle casse pas, et que vous avez le moyen de la manipuler, vous pouvez vous battre. Là, si vous avez plus de cartouches dans vos fusils mitrailleurs, vos mitrailleuses, vos lance-grenades, etc., que vous avez plus de drones, etc., bah c'est terminé. Vous êtes obligé au bout d'un moment de lever les bras ou de faire une charge à la baïonnette pour mourir héroïquement. Mais dans tous les cas, vous pouvez plus tenir la ville. Voilà. Donc c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, 13 octobre, en gros, à la fin de la semaine, c'est terminé pour Kupiansk. Par contre, j'insiste, tous ceux de l'armée ukrainienne qui sont bloqués désormais sur la rive orientale, eux, ça va peut-être durer plus longtemps, et ils vont peut-être rester là plus longtemps, et peut-être vont-ils tenter de franchir donc au sud de Kupiansk, l'Oskol, sur des pontons, sur un peu tout ce qui est possible, en sachant que là, on est dans la période du début de l'automne, que la rivière est en train de gonfler avec les pluies, que l'accès des berges de l'été va être bien évidemment impossible, que ça va être un terrain qui est tout à fait marécageux partout autour, qui va entre guillemets être remis en eau par les pluies. Ça va être extrêmement compliqué d'évacuer, même à pied,
et à la nage la zone dans laquelle aujourd'hui ils sont encerclés. Hein. Et j'espère pour l'armée ukrainienne, mais j'en doute, vu les tactiques employées depuis 3 ans, j'espère pour eux que la majorité des moyens lourds, pièces d'artillerie, mortiers, véhicules de tout type, hein, blindés ou pas blindés, chars ou pas, ou véhicules de combat d'infanterie, j'espère que tout ça a été évacué depuis au moins un mois, hein, puisque ça fait un bon mois que les combats pour le contrôle des routes dans Kupiansk pour couper les voies d'évacuation de l'armée ukrainienne sont en cours. J'espère que ça fait un bon mois que tout ça a repassé l'Oskol avant que la poche ne commence à se refermer et que les voies d'accès soient l'objet de combat, parce que sinon ça va être une catastrophe en termes de perte de prestige que la ville tombe, ça va être une catastrophe en termes de pertes subies pendant les combats, et ça va être une catastrophe en nombre de véhicules capturés par les Russes. Voilà, et sans parler bien sûr des soldats qui eux aussi pourraient être capturés à cette occasion. Voilà, donc vraiment là, Kupiansk, je pense, la bataille pour la ville dans le cours des 7 prochains jours, elle peut être terminée, faute de munitions pour les Ukrainiens, parce que c'est pas avec les quelques drones qui peuvent acheminer, on l'a déjà vu, des munitions, de la flotte ou ce genre de choses, que ça va suffire aux Ukrainiens pour tenir l'intensité des combats auxquels les Russes les soumettent. Et par contre, la bataille ou la réduction de la poche sur la rive orientale, ça peut être une longue agonie dans les semaines qui viennent. Alors, maintenant, on va descendre donc dans le secteur de Pokrovsk-Mirnograd. Alors moi, je vous ai fait une petite carte supplémentaire à celle de Southfront pour que vous preniez bien conscience de ce qu'on va voir en détail. On va voir 3 cartes. Une carte qui concerne le secteur de Chakovo en rouge. Ensuite, une carte sur le secteur, on va dire Mirnograd-Rodinske, donc en jaune. Et puis, une dernière carte sur ce qui se passe à Pokrovsk même. Pour comprendre que donc, on est à 2 mois maintenant, hein, nous sommes le 13 octobre, donc ça fait 2 mois qu'a eu lieu la percée de l'armée russe donc dans la zone qui se trouve à l'ouest de Chakove, hein, cette avancée russe, cette protubérance dans le front créée par l'avancée russe il y a 2 mois. Qu'on nous a dit pendant quasiment les 2 derniers mois, à partir de l'après 15 août, quand les Ukrainiens ont commencé à lancer leur série de contre-attaques, notamment en mobilisant le 3e corps Azov, que les Russes avaient été isolés, qu'il y avait eu des poches, qu'ils étaient encerclés, que même à la base du saillant, ils avaient été coupés momentanément, etc. Je vous ai démontré pendant 2 mois à grand renfort de cartes que tout ça c'était de la propagande. Voilà. On voit aujourd'hui d'ailleurs certains observateurs au SINT comme le poulet volant qui avait déjà restreint l'accès à son compte parce qu'il sentait bien que le vent était en train de tourner, venir dire ah bah moi je mets plus à jour parce que mes sources, à savoir Deep State Map, donc le blogueur ukrainien par excellence qui est sous le contrôle en termes d'observation de l'état-major ukrainien, parce qu'on se souvient qu'il y a quelques mois, quand ils avaient commencé à faire le rapport objectif de certaines défaites ukrainiennes, leur canal avait été coupé et les gens qui s'en occupaient avaient été convoqués à l'état-major ukrainien. C'est vous dire à quel point ils sont, oui, sous le contrôle de l'armée ukrainienne. Donc lui, c'est pareil, il s'est inventé un narratif autour de ce qui s'est passé dans ce saillant, dont la taille a été réduite par les contre-attaques ukrainiennes, on n'a jamais dit le contraire, mais ça n'a pas abouti à ce qu'il nous a montré sur ces cartes, à savoir des poches russes isolées, comme ça, voilà, non, hein, puisque depuis ce qui, selon lui, aurait été des poches, on l'a vu notamment la semaine dernière, des contre-attaques russes ont pu avoir lieu. Alors quand vous êtes isolé, vous pouvez lancer des contre-attaques, mais généralement c'est surtout des opérations de dégagement pour essayer de briser l'encerclement dans lequel vous vous trouveriez. Or là, c'était des attaques dans des axes qui étaient expansif vers les lignes, vers la profondeur des lignes ukrainiennes. Alors ça correspond pas à des unités qui sont isolées, ça correspond à des unités qui sont en permanence avec un lien logistique avec leur unité mère, leur division notamment, et qui ont les moyens de recevoir des munitions ou des renforts pour continuer de s'étendre, et certainement pas pour essayer de se dégager d'un encerclement. Voilà. Donc aujourd'hui, comme on l'a vu depuis plusieurs semaines, les opérations pour reprendre la totalité de ce que ce saillant représentait il y a 2 mois aux Ukrainiens, c'est en cours.
pour enfin s'emparer du village de Chakové, c'est également en cours. Et puis donc on a une recrudescence des attaques dans la partie qui est encadrée en jaune vers Rodinske pour couper la fameuse route verte qui relie Pokrovsk et Mirnograd à Dobropilia, et qui ensuite monte sur Slaviansk, Kramatorsk, ou qui peut permettre de se rabattre sur Konstantinivka à l'est. Donc, aujourd'hui, les Ukrainiens sont en situation de défense globalement sur cette zone d'opération qui, je le rappelle, est le Schwerpunkt de l'armée russe, c'est le point d'effort principal des Russes. Les Ukrainiens se sont épuisés depuis 2 mois dans leur contre-attaque, c'est-à-dire que tous les renforts, puisque je le rappelle, encore une fois, réexpliquer, être pédagogique, les Ukrainiens n'ont plus de réserve stratégique depuis la défaite cuisante dans le saillant de Souja en mars dernier, donc il a fallu prélever des renforts ailleurs. Ces renforts ont mené de nombreuses contre-attaques dans cette zone, ça a permis, je l'ai dit, de reprendre une partie de ce que le saillant russe représentait il y a encore 2 mois, mais dans ces contre-attaques, ils se sont retrouvés épuisés. On a vu en milieu de semaine dernière aux abords légèrement au sud de Rodinske, un carrefour de la mort où il y a plus de 25 véhicules ukrainiens qui ont été détruits par des drones, etc. Vraisemblablement, ils allaient d'ouest en est en direction de Mirnograd, probablement pour renforcer les défenseurs ukrainiens de Mirnograd. Ils ont été anéantis, toute la colonne, par l'armée russe et par les drones notamment. Voilà, donc là, avec ces assauts sur Rodinske, on voit que les Russes vont à nouveau couper, parce qu'ils ont déjà atteint plusieurs fois cette route, et ils en ont été repoussés, mais là, il semblerait que les efforts qui soient déployés, on va le voir de part et d'autre de Rodinske, font que ça devrait être compliqué, et surtout après 2 mois de contre-attaque et l'épuisement de leur renfort, les Ukrainiens ne semblent plus avoir assez d'hommes pour faire autre chose que de défendre, alors que les Russes, eux, dans cette zone, viennent de réintroduire de nouvelles unités qui viennent de la rotation générale, donc qui viennent probablement d'un temps de préparation et qui avait été précédé d'un temps de repos, donc c'est des types qui sont frais, qui sont à bloc, et c'est pour ça aussi que leurs avancées sont plus importantes ces derniers jours. Voilà. Alors, on va commencer par regarder ce qui se passe. Donc là, tout ça, c'est pour la journée d'hier dans le secteur de Chakovo. Voilà. Avec, donc, comme d'habitude, alors j'ai reporté, vous le voyez en vert, la route dont on vient de parler. Vous voyez que le saillant, donc dans le carré rouge, dans le carré ou rectangle rouge, le saillant de la contre-attaque ukrainienne d'il y a 3 semaines est en train d'être résorbé. C'était pas vraiment un saillant, c'était une pénétration sur un axe qui était à peine large d'une centaine de mètres, par contre qui était profond de plusieurs, on avait dit entre 800 et 1000 mètres pour atteindre le village de Boykovka notamment, et Novotoretsk qui sont côte à côte et qui sont fortifiés depuis très longtemps par les Ukrainiens, c'est ce que symbolise l'hexagone en noir, et donc là les Ukrainiens étaient arrivés aux portes de Boykovka, mais ils n'ont pas pu prendre la ville, reprendre le contrôle de la ville, et donc les Russes ont lancé, on l'avait dit déjà la semaine dernière, des contre-attaques d'abord sur les flancs, puis là, hier, ils ont quasiment reconquis tout le terrain qui avait été perdu au cours des 15 derniers jours, et je pense que dans les prochains jours, ils vont de nouveau profiter de cette position pour attaquer Belitskoye, que j'ai encadré en bleu le long de la route de l'autoroute qui fait Mirnograd, Pokrovsk-Mirnograd pour aller vers Slaviansk et Kramatorsk. Je pense qu'ils profiteront, alors ils vont consolider leur position et puis ils relanceront des attaques en direction de Belitskoye dans les, on va dire peut-être les 8-10 jours. C'est à surveiller, tout comme au nord, après avoir, là c'est la flèche rouge pointillée, reconquis les positions autour donc de Volnoye, de Novoye Chakovo, ils vont pouvoir à nouveau attaquer en direction de Novi Donbass dans les jours qui viennent, pour là encore peut-être atteindre la route plus facilement que s'ils attaquent Belitskoye. Et puis simultanément,
sur la partie autour de Chakovo, vous voyez que donc le village qui est juste en dessous de Chakovo, c'est Vladimirovka, a été repris par les Russes, parce qu'ils avaient déjà mis les pieds dedans, donc il a été repris par les Russes. Maintenant, ça leur permet d'attaquer Chakovo directement sur 2 axes, et les Ukrainiens lancent des contre-attaques locales, ce qui fait que les gains de terrain, là, sur la journée d'hier, sont à peu près nuls. Hein. Les avancées des uns, les contre-attaques des autres, on n'a quasiment aucun changement de ligne de front substantiel. Et vous voyez que au cours des jours précédents, je vous ai pas mis plusieurs cartes pour être plus clair, mais j'ai symbolisé que au cours des jours précédents, le 12 octobre, sur le flanc oriental de Chakovo, vous avez eu des avancées russes, hein, que j'ai symbolisées là encore par des flèches rouges en pointillés, qui montre la volonté d'encerclement de ces 2 villages par les Russes, hein, qui est constante, de telle sorte à ce que les fortifications qui s'étendent de Chakovo jusqu'à Toretskoye, vraiment à la limite au nord sur la carte, puissent tomber elles aussi dans les mains des Russes, et que là les Russes aient une grosse plateforme, hein, puisque ces villes sont irriguées par des routes, aient deux grosses plateformes pour installer leurs PC avancés, etc., leur logistique, en vue soit de foncer plein nord, Slaviansk-Kramatorsk, soit de se rabattre plein est en direction de Konstantinovka pour en finir avec Konstantinovka. Voilà, donc ça c'était le zoom sur le secteur de Chakovo pour la journée donc d'hier. Maintenant on va passer au secteur de Mirnograd, donc c'est comme si on descendait d'un cran vers le sud, hein, puisque vous voyez Rodinskoye qui s'affiche. Donc là les Russes mènent des combats, Rodinskoye, hein, qui est encadré en cyan turquoise pointillé. Les Russes ont pris pied dans la ville, c'est pour ça que c'est en pointillé, pour montrer que le contrôle est partagé par les 2 parties. Donc là, hier, il n'y a pas eu d'avancée significative, hein, c'est un peu comme dans Chakovo, les combats, attaque des uns contre attaque des autres, c'est pour finalement une somme nulle sur la journée. Par contre, au sud de Rodinskoye, on voit que les Russes viennent de border à nouveau la route Pokrovsk-Mirnograd en direction de Slaviansk-Kramatorsk, hein, ils ont percé depuis Chervony-Liman, et donc maintenant, là, ils sont physiquement au bord de cette route, donc il n'y a aucune communication possible entre Mirnograd, Pokrovsk et Rodinskoye et Dobropilia, et encore bien sûr moins avec Slaviansk et Kramatorsk. Voilà. Et donc ça c'est le secteur au nord de Mirnograd, et puis sur le flanc de Mirnograd, le flanc oriental au sud-est, les Russes continuent de progresser et de se rapprocher de l'agglomération, hein. Ils sont entrés donc à la fois dans le village de Balagan, et puis ils ont pris le contrôle complet du village de Katskoye, vous le voyez, hein, c'est dans le rectangle encadré, enfin le rectangle jaune. Voilà, ils ont pris possession d'un village et ils ont pénétré dans un second, et du coup ils se rapprochent de la ville même de Mirnograd, qui donc est complètement débordée par le nord, et qui, à mon avis, avant que les Russes l'attaquent directement, ils vont l'aborder complètement au sud, et probablement avec l'idée de venir attaquer les 2 villages de Rivne et de Svitle, hein, qui sont entre Pokrovsk et Mirnograd, pour couper Pokrovsk de Mirnograd, hein, et isoler la garnison de Mirnograd avant de la réduire, tout en continuant, on va le voir, les assauts sur Pokrovsk. Donc vous le voyez, la zone au nord, gros efforts russes, notamment couronnés de succès vers l'ouest. Dans la zone, on va dire, centrale, autour de Mirnograd, gros efforts russes de part et d'autre de Rodinskoye, qui, dans la ville de Rodinskoye même, sont pour le moment, pour la journée d'hier, sur un effet à 0, en termes de gain de terrain. Un débordement par le sud qui, lui, a fonctionné, qui permet d'avoir un contrôle physique sur la route qui relie Pokrovsk à Rodinskoye et à Dobropilia, et en même temps une progression positive au sud de Mirnograd pour continuer d'isoler la ville, cette fois-ci sur son flanc sud. Voilà pour les Russes ce qui s'est passé hier autour de Mirnograd, et donc vous voyez bien à quel point, comme je ne cesse de le dire, ce secteur est vraiment le point d'effort principal russe, parce qu'on voit des progressions se réaliser, et que tout ça a lieu après 2 mois de contre-attaque de renforts ukrainiens qui sont
à bout de souffle, à force d'avoir contre-attaqué. C'est pour ça que maintenant, les Russes, ayant injecté des unités fraîches, sont capables de reprendre l'initiative d'une part, et que cette initiative soit couronnée de succès tactique. Et enfin, on va parler de Pokrovsk même, hein, parce que c'est important. Alors là, les succès pour la journée d'hier sont, entre guillemets, limités à cette progression de part et d'autre de l'autoroute, hein, qui relie cette fois-ci Pokrovsk à l'autre partie de l'Ukraine. Donc on est sur Poltavka, non, Poltava, pardon, pas Poltavka, Poltava, Zaporozhye, Dnipropetrovsk, etc. Hein. Donc là, cette route maintenant, elle est coupée. C'était l'autre autoroute. Hein, il y avait deux routes, vous le savez, qui menaient à Pokrovsk. Une avait été coupée il y a déjà très longtemps, même c'était à la fin de l'année dernière par les Russes une première fois, physiquement. Après, elle était sous les feux parce que les Ukrainiens avaient contre-attaqué, mais elle était quand même impraticable par rapport au feu de l'armée russe. Et là, l'autre autoroute qui n'était, j'imagine, pas pratiquée, c'était pas, comme j'ai l'habitude de le dire dans cette zone, c'était pas l'autoroute du soleil, hein, c'était pas l'autoroute A7 au mois de juillet, mais elle était quand même praticable parce qu'elle n'était pas sous le contrôle physique des Russes, dans des conditions probablement très dégradées, mais quand même. Là, depuis hier, les Russes, hein, alors qu'ils continuent de progresser depuis la semaine dernière dans Pokrovsk même, comme le symbolisent les flèches rouges pointillées, ils sont parvenus à passer de l'autre côté de cette route, et cette fois-ci à couper complètement Pokrovsk de la partie occidentale de l'Ukraine, puisque par le biais de grandes routes, hein, j'entends, puisque là, aujourd'hui, comme on l'a vu sur la carte précédente, la route qui fait Pokrovsk et qui remonte vers Dobropilia est contrôlée par les Russes, au sud de Rodinskoye. Et là, la dernière route qui menait direct, parce qu'ensuite, par cette route-là, depuis Dobropilia, en faisant des détours, les Ukrainiens pouvaient encore rejoindre l'ouest de l'Ukraine par des grandes voies d'accès. Là, avec ça, il n'y a plus de grandes voies d'accès praticables disponibles pour la garnison de Pokrovsk pour assurer sa logistique, ses renforts et l'évacuation de ses blessés. Donc ça met la situation à la fois de la ville, mais aussi de la conurbation Pokrovsk-Mirnograd dans une situation extrêmement délicate. Alors peut-être que les Ukrainiens, aujourd'hui, dans les jours qui viennent, vont tenter de contre-attaquer les positions que les Russes ont conquises hier pour les reprendre et rouvrir temporairement ce chemin d'accès pourtant déjà difficile. On va voir comment ça va se passer. Mais là, vu qu'ils sont attaqués sur tous les axes tactiques possibles de ce Schwerpunkt, ça va être très compliqué de se dire ma contre-attaque locale, maintenant, je la fais où? Parce que j'ai plus beaucoup de moyens, et si je la fais là, ça va faire comme au niveau général avec le Zvuksvang qu'a créé la percée russe de la mi-août, du 10-11 août, et ben ça veut dire que je vais choisir un endroit, mais que ça va quand même dégrader ma situation générale, et que ça ne fera que dégrader ma situation générale à chaque coup que je serai obligé de faire, comme aux échecs. Voilà, donc on est dans un Zvuksvang stratégique et opératif depuis la mi-août, et là, pour le secteur de Pokrovsk-Mirnograd, on est aussi, semble-t-il, entré dans un Zvuksvang tactique, où le commandant de la zone, commandant ukrainien de la zone, pour tenter une contre-attaque locale dans un coin, va être obligé de faire des sacrifices dans un autre, mais ça sera de toute façon au détriment de sa situation générale. Voilà. Voilà donc, chers amis, ce qu'on pouvait dire ce matin, 13 octobre, pour ce bulletin 153. On vous remercie de votre fidélité. Donc je rappelle, hein, étant donné que les funérailles de mon ami ont lieu jeudi, il n'y aura pas de bulletin jeudi. Étant donné que j'avais prévu des jours de repos avec ma famille lundi prochain, il n'y aura pas non plus de bulletin. Le prochain bulletin aura lieu donc le jeudi 23 octobre, hein, si je calcule bien. Et on reprendra le rythme après de 2 bulletins par semaine, comme on le faisait jusqu'à maintenant. Merci encore pour votre solidarité, votre sympathie, ça me touche vraiment profondément. Et puis, si vous voulez, priez encore jeudi en fin de matinée vers 11h, parce qu'on va passer un moment pas forcément agréable pour ces funérailles. Voilà, merci encore à vous tous et à la semaine prochaine. Au revoir.